Allez, cette question à présent, l'échec d'Emmanuel Faber chez Danone, est-ce que ça signifie, est-ce le signe qu'il est impossible de viser simultanément un objectif écologique et un objectif financier? Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. J'ai envie de dire que le débarquement d'Emmanuel Faber prouve que non, que c'est compliqué quand même de suivre ces deux livres à la fois. Oui, enfin en apparence. Alors d'abord, c'est pas uniquement le lièvre écologique, hein, puisque c'est aussi le social et la gouvernance. Donc c'est un petit peu tous ces éléments qui fait la spécificité d'une entreprise comme l'entreprise à mission qui était devenue Danone. Hein, et rappelons quand même que c'est la première entreprise du CAC 40 à s'être mis sous ce statut spécifique qui effectivement essaye de tenir les deux bouts du fil. D'un côté, le fil social et environnemental avec une mission claire qui est d'améliorer les choses dans la société, et puis évidemment le fil financier qui est d'améliorer la situation pour ses actionnaires, ce qui est évidemment pas toujours facile. Alors est-ce que c'est impossible? Non, mais c'est difficile, oui. C'est vrai que les études montrent que une entreprise qui a une stratégie forte en matière sociale, environnementale, est plutôt une entreprise assez prospère et qui a des bons résultats financiers. Hein. BlackRock qui fait ça par exemple dans son portefeuille, hein, BlackRock qui est le premier gestionnaire d'actifs du monde, le redisait encore dans la lettre de son patron il y a quelques mois. Il y a une vraie corrélation. Alors, Oui, mais le pas problème, là, c'est pas là que en l'espèce. oui, alors le problème, c'est que corrélation n'est pas causalité et que effectivement, est-ce que c'est parce qu'on est bien socialement et environnementalement qu'on a de bonnes performances, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore tranché sur cette question. Alors, ce qui rend les choses compliquées, c'est que c'est pas parce qu'on a le statut environnemental et social, le statut d'entreprise à mission, ça ne doit pas non plus être un paravent pour le PDG qui doit quand même pouvoir être débarqué par son conseil s'il a fait des erreurs. C'est quand même la démocratie actionnariale fonctionne comme ça, et c'est un élément très important aussi de la pérennité des entreprises qu'on puisse remettre en cause. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne Emmanuel Faber, c'est vrai qu'il y avait des reproches qui n'avaient pas grand-chose à voir avec son engagement social et environnemental, même si on a essayé d'établir une liaison entre ces deux aspects. Hein. Il y avait un problème de personne, nous a dit le nouveau patron Gilles Schnepp, le nouveau patron de Danone. Manifestement, pour les marchés, il y avait un problème de personne avec Faber. Oui, il y avait alors, un problème de personnes, c'est toujours beaucoup. Non, je pense qu'il y avait plutôt un problème de management, en fait, qui s'est ressenti sur les performances financières. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Alors, à la fois les fonds activistes, mais aussi des gens à l'intérieur du conseil et des gens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on reprochait à Emmanuel Faber? En gros, trois choses. La dureté managériale qui fait qu'il a changé fréquemment les équipes de direction en général, qu'il a entamé 5 plans de réorganisation en 7 ans, ce qui fait beaucoup quand même, et ce qui contribue quand même à déstabiliser une entreprise en changeant les catégories de produits, la géographie, les types de géographie, etc. La deuxième chose, c'est la centralisation du pouvoir. C'est vrai que chez Danone, de notoriété, si vous discutez avec des gens qui travaillent à l'intérieur, c'est une entreprise qui reste assez centralisée, et Emmanuel Faber a encore accentué cet aspect et tout fait remonter à lui dans les décisions, y compris à l'étranger, etc. Et c'est un petit peu pour ça qu'il a lancé in extremis, il y a quelques mois, un plan qui s'appelle Local First pour essayer de contrer cette critique. Et puis la troisième critique qui lui est faite, alors elle est aussi assez personnelle vis-à-vis de lui, c'est un investissement insuffisant dans le marketing et dans les ventes. Autrement dit, est-ce que Emmanuel Faber, il n'était pas beaucoup plus pénétré par sa mission sociale et par son discours très visionnaire d'ailleurs sur l'évolution des entreprises et de Danone,
plutôt que de vendre des yaourts, quoi. Et ce qu'on demande quand même au PDG de Danone, c'est aussi de vendre des yaourts, parce que sinon, tous ces plans environnementaux et sociaux ne serviront pas. Donc c'est quand même trois critiques qui ne sont pas directement liées à son engagement. Ouais. Alors en plus, c'est vrai que après, il faut pas non plus être naïf. Les actionnaires activistes, comme leur nom l'indique, c'est d'abord des actionnaires. Ils viennent là parce qu'ils sentent que l'entreprise est fragile et qu'elle est sous-valorisée, qu'il y a donc du potentiel, et ils appuient là-dessus pour faire monter le cours de bourse. Donc les fonds activistes, on peut dire, Philippe, qu'ils ont gagné au final. Ils voulaient la tête du PDG, ils l'ont eu. Ils voulaient aussi un changement de stratégie. Ils ne l'auront pas. Hein. On écoute, quand on écoute ce qu'a dit Gilles Schnepp, encore une fois, au Figaro, il dit la feuille de route de Danone ne changera pas. Hein. Voilà, alors la feuille de route ne changera pas, mais vous savez, quand vous nommez un directeur général, c'est lui qui va la faire vraiment, la feuille de route. Pour l'instant, elle est encore en devenir. Il faut je pense que Gilles Schnepp, il a un discours aussi un peu attentiste, parce que il veut pas non plus fermer toutes les portes au nouveau directeur général qu'ils vont recruter en lui disant voilà, tout est fait, maintenant t'as plus qu'à appliquer. Je pense que il y aura encore beaucoup de marge de manœuvre. Mais ce qui est vrai, c'est que le conseil d'administration, il a voté à très large majorité, voire unanimement, les réorganisations et le périmètre actuel de Danone, et il n'y a pas vraiment de raison que ça en change beaucoup, ou alors il faudrait changer le conseil d'administration, ce qui sera pas le cas. Il y a comme ça aussi cette réalité du cours boursier, et que le cours de bourse de Danone, pendant les années Faber, a stagné là où ceux d'Unilever et de Nestlé ont largement grimpé. Hein. Ce qui est problématique aussi quand même. Hein. Oui, bien sûr. Hein, alors le cours boursier, c'est toujours jugé comme un indicateur de court terme, mais en fait, ça montre aussi des tendances de long terme. Hein, et si on prend effectivement le cours boursier depuis 2014, l'arrivée d'Emmanuel Faber, et effectivement, on constate une différence très très forte entre le cours de Danone qui a à peu près stagné, et puis celui par exemple d'Unilever qui a augmenté de plus de 70%. Donc c'est une très grosse différence. Alors qui s'explique par des performances financières, mais on ne peut pas dire que Unilever est une entreprise qui n'a pas de projet social environnemental, puisque en tout cas elle tient un discours qui est très comparable. C'est probablement d'ailleurs le discours le plus comparable à celui de Danone. Alors la différence, c'est que Danone est une entreprise très spécialisée qui en gros fait 3 produits, de la nourriture infantile, de l'eau et des yaourts. Et alors que Unilever, c'est une multinationale avec énormément de produits. Et ce qu'on constate, c'est que la crise, elle a évidemment, comme toutes les crises d'ailleurs, favorisé plutôt ceux qui n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier et qui ont un portefeuille suffisamment diversifié pour se débrouiller. Mais même dans son domaine pur, par exemple l'eau, qui est vraiment l'eau d'Évian, Badois, qui est la grande spécialité de Danone, le français a fait plutôt moins bien que Nestlé, qui est l'autre grand de l'eau minérale. Et donc là, c'était aussi le signe que la performance n'était pas forcément au rendez-vous. Ouais. Où est l'écologie, pardon, dans les eaux en plastique, dans les eaux, quand on a des bouteilles d'eau minérale ou pas, en plastique, qui sont fabriquées en France et qui voyagent à l'autre bout du monde? Non? Il n'y a pas aussi la cohérence là? Oui, si, c'est tout à fait. C'est une des grandes incohérences. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est une des grandes incohérences du discours de Danone, et qui fait que les écologistes se sont toujours méfiés de cette entreprise, parce que autant on peut comprendre sur le yaourt qui est un produit naturel et transformé, autant sur l'eau, c'est vrai que le principe même de prélever de l'eau dans une source dans les Alpes, de la mettre dans des petites bouteilles en plastique et de l'envoyer en Australie, c'est pas non plus ce qu'on peut imaginer de plus écologique, y compris au regard des changements climatiques. Alors ils disent oui, mais il y a plein d'endroits où l'eau n'est pas potable et donc on rend un service comme ça. Peut-être, mais à ce moment-là, il y a peut-être d'autres possibilités de le faire que de faire voyager des petites bouteilles en plastique, après lesquelles bouteilles se retrouvent dans la mer, ça. Donc pour l'image, ça a toujours été un des points faibles de Danone. Et puis l'autre point faible, encore une fois, cette entreprise à mission, quand elle est, c'est quoi, ça nous ramène à l'été 2020, quand elle est annoncée. 5 mois après, il y a
ce plan social de suppression de 2000 emplois, on se dit que le concept de l'entreprise à mission, qui est censé faire attention à toutes les parties prenantes, elle est foulée aux pieds, elle est piétinée? Oui, alors elle n'est pas piétinée. Disons que une grande entreprise du CAC 40, en tout cas Danone, il fallait qu'ils tiennent à la fois les deux fils, hein, le fil social, environnemental, et puis le fil de la performance. Ça a toujours été comme ça, hein. C'est-à-dire, vous êtes trop jeune, mais les anciens peuvent se souvenir de l'histoire de Lu, par exemple, qui était une branche de Danone, qui faisait des biscuits et qui a été vendue à un groupe américain. Hein. C'était il y a une vingtaine d'années, et cette vente, elle avait mis dans la rue tous les ouvriers qui fabriquaient les petits lus et tous ces biscuits, et Danone avait dit oui, mais ça c'est une branche qui est plus rentable, donc nous on va se reconcentrer sur les yaourts qui ont plus d'avenir. Donc derrière le discours social environnemental qui est convaincu, mais se cachent aussi des choix qui sont des choix d'entreprises assez traditionnels, qui est de dire quand un secteur devient moins rentable, j'en sors et puis je vais dans un autre qui l'est beaucoup plus. Si Danone décide d'aller dans le yaourt végétal, par exemple, à base de lait de coco au lieu de lait de vache, c'est aussi parce que c'est des domaines aujourd'hui où les marges sont supérieures. Donc évidemment, c'est comme le bio en ce moment, tout le monde s'y précipite parce qu'il y a une convergence. Donc c'est un peu l'idéal de la convergence entre l'environnemental et puis l'économique, mais c'est pas forcément toujours le cas, et l'un peut parfois cacher l'autre. Ouais, pour revenir au thème du jour, à savoir cette idée de marier, cette ambition de marier le social, l'environnemental et le financier, est-ce que c'est compatible d'avoir des actionnaires qui veulent du 15% de rendement sur leurs fonds propres, de rentabilité, et d'avoir ces ambitions, encore une fois, environnementales, sociales? Est-ce que c'est compatible de suivre du sociétal et du financier en même temps, 15% de ROE, et faire du bien à la planète et aux parties prenantes? Non, il y a effectivement un vrai sujet qui est que les financiers aujourd'hui, mais ça c'est dû aussi à l'argent déversé à flot sur les marchés financiers par les banques centrales, etc. Les marchés financiers attendent des retours qui ne sont pas cohérents avec des stratégies de soutenabilité sur le très long terme. 15%, même 10, 11, 12%. C'est qui ont été la norme pendant très longtemps. Qui sont toujours la norme, et c'est ce qu'ils attendent. Et effectivement, là, il y a des incohérences qui cognent avec la stratégie. Et il y a certaines entreprises d'ailleurs qui se déclarent entreprises à mission et qui disent nous, non, on va réduire nos objectifs de croissance. Et parce que on estime que sinon ça ne sera pas cohérent avec notre mission. Et quand on veut faire les deux, c'est effectivement très compliqué. C'est ce qu'on voit ici. Donc à la fois Emmanuel Faber, il n'est pas débarqué parce qu'il était défenseur de l'environnement, et à la fois sa mission, et comme la mission d'ailleurs de ses successeurs, elle est rendue très difficile par cette double exigence trop forte de la part des marchés, et encore insuffisamment connectée avec les ambitions environnementales et sociales. Bon, merci Philippe. On rappelle, enfin on l'annonce en tout cas chez nous, vous recevrez au Monde un grand rendez-vous aujourd'hui, je crois que c'est en fin de journée, avec Bill Gates que vous recevrez. Oui, on en fait la promotion quelques secondes. Voilà, oui, tout à fait. C'est parce qu'à l'occasion de la sortie de son livre Climat, comment éviter le désastre, on va parler un petit peu avec lui et avec les auditeurs qui nous écouteront et qui nous regarderont de la manière dont lui, il envisage qu'on puisse sauver la planète, arriver au zéro carbone en 2050 grâce à l'innovation et grâce à la technologie. Et ce sera en direct à quelle heure ? Ce sera de 18h à 19h. À suivre évidemment sur le site du Monde, évidemment. Merci Philippe Escande, éditorialiste au quotidien. Merci, bye. Merci David. Ciao.